Savez-vous si le PDG le plus influent du 16e arrondissement, PDG d'une maison de luxe valant près de 1,8 milliard d'euros, vous proposait une mission impossible alors que vous venez de Toulouse et que votre seule arme est une idée nouvelle qui menace les traditions des grands salons parisiens? Restez avec moi car cette histoire va vous révéler comment une directrice marketing venue du Sud, avec ses convictions et son accent, a fait trembler les salons feutrés d'avenue Foch, a enflammé un cœur glacé et a risqué une réputation construite sur des coffres et des traînes. C'est une histoire de pouvoir, de parfum et de cuir, mais surtout une histoire où l'amour pourrait bien redéfinir ce que signifie être puissant à Paris. Il s'appelait Victor Beaumont. 48 ans, taille robuste, costume sur mesure Hermès, voiture immatriculée à la place d'honneur du 16e. PDG de la maison Beaumont, héritière d'un savoir-faire en maroquinerie et parfum, fournisseur des plus grandes familles et complice discret de l'EVMH lors de collaborations confidentielles. Son appartement haussmannien donnait sur l'avenue Foch, son bureau, situé dans un hôtel particulier transformé en siège, sentait le cuir ciré et le vieux bois. Il avait le regard dur des hommes qui gouvernent des fortunes et le sourire rare de ceux qui ne le donnent qu'aux œuvres d'art. Elle, c'était Clara Martin. 32 ans, née à Toulouse, diplômée de TBS, passée par des agences digitales et une start-up toulousaine qui avait modernisé la vente directe d'artisanat occitan. Son arrivée à Paris n'était pas un hasard, elle avait été recrutée pour réveiller la maison Beaumont, pour attirer une clientèle plus jeune, pour prouver que tradition et modernité pouvaient coexister. Elle portait des robes en soie colorée, des bottines en cuir français, un parfum mêlant violette et café, et une détermination qui lui faisait dire vous à tous les PDG du monde jusqu'à ce premier face-à-face. Le premier jour, dans le grand bureau aux boiseries dorées, l'air était lourd de réputation. Il la regardait, circonspecte. Elle a pris la parole, le ton assuré, des slides innovants, des chiffres de conversion, des influenceurs triés sur le volet, une stratégie digitale qui promettait de doubler la notoriété auprès des trentenaires urbains sans sacrifier l'exclusivité. Il a froncé les sourcils. Le conseil d'administration, composé d'héritiers et d'anciens directeurs d'usines, redoutait le changement. Elle venait de Toulouse, pas d'une grande école parisienne. Sa carte d'identité valait moins à leurs yeux que son CV. Mais ce que personne ne savait, c'est que Clara avait grandi dans une famille d'artisans du cuir, que sa grand-mère avait cousu des sacs à la main et que chaque stratégie digitale qu'elle proposait était née d'un amour profond pour le métier. Elle connaissait les ateliers de la maison mieux que beaucoup. Cette double vérité, outsider aux yeux du 16e et héritière du savoir-faire au fond du cœur, allait rendre les choses incertaines. La première confrontation publique eut lieu devant le comité de direction, dans une salle au pied du Trocadéro. Les mots claquaient. Vous risquez d'étouffer l'élitisme de notre marque, dit un administrateur. Vous voulez vendre nos sacs à des influenceuses, lança une héritière. Clara répondit calmement, je veux que nos sacs racontent des histoires, que les jeunes sachent pourquoi ils paient ce prix. Je veux des clients qui choisissent la qualité, pas qui la suivent par mimétisme. L'air se chargeait d'électricité. Victor, habituellement stoïque, sentit quelque chose se déplier en lui, admiration, curiosité, peut-être les deux. L'instant d'après, tout a basculé quand il a dit, devant tous, avec une voix qui ne laissait place à aucun débat, donnez-lui 6 mois. Montrez-moi que vous savez protéger notre âme. Ce fut un pari. Un pacte tacite, un marché où le cœur n'avait pas sa place, et pourtant, imaginez-vous à sa place la pression des actionnaires, le regard de la presse, la crainte d'être ridiculisé par les maisons concurrentes comme Chanel ou Hermès. Quel risque acceptait-il en confiant la clé d'un empire à une Toulousaine? Dans les semaines qui suivirent, leurs échanges passèrent du formel au personnel, d'un vous respectueux à un tu volé dans un couloir privé. Il l'emmena visiter l'atelier de Sèvres, lui montra les peaux rares, le geste précis du maroquinier, la chaleur d'un métier. Elle, en retour, l'invita à une réunion non officielle au café de la mairie à Toulouse, où il rencontra ses anciens collègues, entendit parler de sa famille et comprit d'où venait cette force. Ils travaillaient tard ensemble, partageaient des flacons de parfum sur un coin de table, échangeaient des silences lourds de choses non dites. Ce qu'elle allait découvrir allait tout changer, une livraison de peau avait disparu. Les médias commençaient à murmurer d'un sabotage industriel. Une maison concurrente, un fournisseur compromis, peut-être une taupe dans l'entreprise. Clara montra une piste data qui liait des comptes anonymes à des commandes frauduleuses. Victor était prêt à couvrir l'affaire en famille. Elle voulait une sortie publique pour protéger la marque. Le conflit prit une tournure intime, protéger la maison ou exposer la vérité. Les pressions familiales montaient. Sa mère, haute dans la hiérarchie sociale du 16e, craignait le scandale. Son frère, membre du conseil, ployait sous l'idée d'un procès blâmant quelqu'un. Ils furent envoyés en mission ensemble, un dîner dans un hôtel particulier avenue Montaigne, une dégustation dans un vignoble des Graves pour convaincre des investisseurs, une réunion à la défense avec les avocats. Ces moments de proximité firent tomber leurs armures. Une nuit, après une longue réunion, elle s'endormit sur le sofa du bureau, son parfum dans l'air. Il la regarda, méridionale se mêlant au classicisme parisien. Ils partagèrent un presque baiser dans la pénombre d'un château prêté par un
ami de famille, les lèvres à un souffle. Le monde pouvait s'écrouler, mais à cet instant, leur respiration se mêlait. Les sentiments devenaient difficiles à maîtriser. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie à jamais. Dans les archives de la maison, Clara tomba sur une correspondance ancienne entre le grand-père de Victor et un fabricant toulousain. Une promesse cachée. Une lettre prouvant que la maison Beaumont devait une partie de son savoir-faire aux artisans du Sud. Cela changeait tout. Le mythe de l'origine unique s'écroulait. Pour Clara, c'était une victoire. Pour Victor, un déchirement. Sa famille avait bâti sa légitimité sur un récit édulcoré. Révéler la vérité pourrait raviver la maison ou briser sa réputation. Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Un journaliste du Figaro reçoit une fuite. Des photos volées, des extraits de la lettre, des mails privés entre Victor et un industriel du cuir douteux. La presse parisienne s'emballe, les investisseurs paniquent. L'idée d'un procès demeure. Victor est accusé de manipuler l'histoire de la maison pour éviter des poursuites. Clara se sent trahie. Avait-il consciemment caché l'origine à son entreprise? Le comité exige des explications. Les vieilles puissances du 16e exigent sa démission si le scandale ne se tait pas. Tout est en jeu, réputation, fortune, honneur. Le choix qu'il va faire va vous surprendre. Il pouvait tout nier. Il pouvait sacrifier Clara pour la paix sociale. Il pouvait se préserver. Au lieu de cela, Victor prit la décision la plus risquée. Il plaça avant la marque et la vérité. Il organisa une conférence de presse place du Trocadéro, devant un public de journalistes et d'artisans. Il raconta l'histoire véritable, admit les manquements, présenta la correspondance et annonça un plan, relier officiellement la maison Beaumont aux ateliers du Sud, investir dans la formation, créer une fondation pour préserver les métiers d'art. Il exposa sa famille, il prit le blâme. Les flashs crépitaient, les murmures se transformèrent en admiration pour un geste rare de sincérité. Imaginez le risque, perdre tout pour gagner quelque chose de plus grand. Dans la tempête, Clara resta à ses côtés. Leur intimité devint publique. Les tabloïds parlèrent d'une romance entre le PDG et la directrice marketing venue de Toulouse. Elle reçut des messages, certains admiratifs, d'autres acides. À cet instant précis, il la prit dans ses bras, la première fois en public, au cœur du scandale. Le monde pouvait juger, ils avaient choisi l'honnêteté. Le sacrifice de Victor réconcilia finalement l'âme de la maison avec sa vérité originelle. Les ventes, étonnamment, remontèrent, les clients modernes appréciaient la transparence. Les conservateurs furent furieux, mais un nouveau public entra, séduit par l'histoire authentique derrière le cuir. Ils scellèrent leur amour dans une simplicité parisienne, une demande intime sur la passerelle du Trocadéro, au lever du soleil, entourés de quelques amis artisans et d'une vieille cousette toulousaine. Plus tard, un vin d'honneur dans un